Et vous avez besoin de repères, vous avez besoin de chiffres, vous avez besoin de témoignages et d'éléments solides pour asseoir votre projet et vous lancer dès l'élection, que vous soyez élu ou dans l'opposition. D'où ce webinaire, et vous avez répondu extrêmement nombreux. On est vraiment très très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Au cours de ce webinaire, dont on va essayer qu'il dure 1 heure, on aura 2 élus qui seront là pour nous partager ce qu'ils ont mis en œuvre, eux, lors du mandat qui s'achève. Donc, notre modeste ambition, c'est qu'à la fin de cette heure, on vous ait donné des clés et apporté des réponses claires à vos principales interrogations et démontrer que la cantine bio, locale, fait maison, c'est un modèle qui est tout à fait faisable à votre échelle, reproductible par rapport à ce qui s'est déjà fait ailleurs et soutenable économiquement. En tout cas, bravo à tous et à toutes d'être là pour parler de ce sujet si précieux qu'est l'alimentation de nos enfants. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu qui vous êtes, qui a répondu. Donc comme vous voyez, il y a plus de 400 inscrits au webinaire, environ, enfin un peu plus que 280 communes sur 60 départements et 15 régions. Donc il y a une belle répartition sur le territoire en France. Et donc plus de 100 listes, associations déjà qui se sont inscrites au webinaire. Et donc il y avait le petit formulaire que vous avez répondu, pardon. Donc, vous pouvez voir les principales questions, c'était le coût, le sourcing bio et local, les locaux, le marché public, les ressources humaines, l'acceptation par les familles et le gaspillage alimentaire. C'est encourageant de voir autant de monde s'intéresser à cette question et sur autant de territoires. Donc, on est très enthousiaste de vous recevoir pour ce webinaire. Donc, il est l'heure de vous dire d'où nous parlons. Donc, le collectif Les Pieds dans le Plat, c'est une association qui a été fondée en 2014, dans la foulée du Grenelle de l'environnement, où déjà il était question d'augmenter la qualité des repas en restauration collective. Ce sont essentiellement, mais pas que, des diététiciens, des diététiciennes et des cuisiniers, cuisinières de restauration collective qui ont eu à cœur, en fait, de développer un modèle alternatif. Alternatif de quoi? De l'industrialisation qui est allée croissante sur les 40 dernières années du système de la restauration collective, avec une concession de plus en plus importante au secteur privé de cet élément de l'alimentation collective. Donc on a créé cette association et en 2021, on s'est doté d'un outil économique, une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui est une entreprise coopérative avec une mission d'intérêt général et qui vise à l'accompagnement opérationnel des collectivités. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que certes, avoir des idées assez arrêtées et ambitieuses sur la restauration collective, ça ne suffisait pas si on n'avait pas, enfin en tout cas, on avait du mal à passer ce moment à passer à l'opérationnel sans avoir un accompagnement. Et nous, c'est notre métier. Voilà. Donc cuisinier, cuisinière, diététicien, diététicienne et des gens qui aident aussi à l'accompagnement, que ce soit dans la conception des locaux, que ce soit dans les approvisionnements. On travaille évidemment avec des partenaires qu'on vous présentera un petit peu plus tard. Mais voilà, on est sur une partie collective, l'association, la SKIC, Nourrir l'avenir, qui va faire les accompagnements. Et nous tendons, nos fondamentaux, c'est d'aller le plus possible vers la bio, une bio évidemment locale, du fait maison, pour à la fois sortir des produits ultra transformés et revaloriser le métier de cuisinier, maîtriser les coûts. Et donc, vous voyez bien, c'est à la fois des choix qui sont politiques, ça c'est les choix que vous allez faire, mais aussi des choix techniques. Et nous, on est là pour ça, pour vous accompagner. Donc là, moi, je vais passer la parole. Ah bah non, je vais continuer à vous parler de ce qu'on fait, excusez-moi. Alors la formation des équipes de cuisine, donc nous on se déplace dans les endroits où vous avez des besoins pour aider alors en cuisine à réfléchir au menu, à la végétalisation, à des modes de cuisson qui sont respectueux des aliments, travailler donc les approvisionnements. On vous accompagne aussi en tant qu'élu parce qu'en fait un élu il doit savoir énormément de choses et les questions alimentaires c'est un monde en soi. Donc
voilà, on vous aide, on vous accompagne, vous et les agents, vers les enjeux climatiques, sanitaires. On vous aide à travailler avec les filières parce que l'air de rien, ça dépend des territoires, mais il y a des endroits où finalement la demande va créer l'offre. Et donc sur ça, il y a des partenaires qui peuvent vous aider. Et puis, on vous met en réseau parce que rien ne vaut des élus qui ont eux-mêmes porté des modèles pour se donner un petit peu de cœur à l'ouvrage et se dire, bah oui, c'est possible, d'autres l'ont fait, je peux le faire aussi. Un petit point qui est à côté, nous, on est très attachés à ce que ce soit des unions et des alliances avec la société civile. Donc cette SKIC que nous avons créée, cette société coopérative d'intérêt collectif, vous verrez ça lors de votre prochain mandat, des collectivités peuvent y rentrer et être actrices à leur tour de cette transition alimentaire et agricole que nous voulons pour nos territoires. Voilà. Alors, la cantine scolaire. Allons, rentrons dans le vif du sujet. De quoi parle-t-on vraiment? Bon, vous le savez, c'est une compétence qui est facultative. Les communes ne sont pas obligées d'offrir une offre de restauration collective, mais c'est quand même un marqueur fort. Et c'est vrai qu'avoir une école sans proposer de cantine, c'est compliqué. C'est quelque chose qui est populaire et c'est aussi un enjeu de solidarité puisque ça permet quand on a une offre comment dire robuste au niveau alimentaire d'en faire profiter tous les élèves quel que soit leur milieu social. Vous avez les primaires, les maternelles sous votre responsabilité, qui peuvent aller jusqu'aux crèches, les centres de loisirs évidemment, et jusqu'au portage aux personnes isolées. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui embrasse un nombre important et des âges divers dans votre population. Bon, c'est des millions d'enfants en fait qui sont concernés par la restauration collective. Les enfants, c'est les futurs adultes dont on veut protéger la santé, mais c'est aussi des futurs consommateurs qu'on veut éclairer, accoutumer aussi à une alimentation qui leur fait du bien. Donc il y a vraiment un enjeu sanitaire sur le long terme que de bien nourrir les enfants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour vous donner une petite idée du paysage, on est à peu près sur à peu près les 48 000 cantines scolaires, à moitié-moitié entre ce qui relève de la restauration concédée, je vais vous expliquer un peu plus tard de quoi il retourne, et la régie publique, donc gérée directement par les collectivités. On va en parler du coup, ça fait partie des questions qui sont remontées le plus dans vos questions. Mais on va déjà vous donner un tout petit repère. Aujourd'hui, les denrées, ce qu'on achète comme produit, comme alimentation, c'est à peu près un quart du coût complet qui est le coût total de votre repas. C'est important que vous gardiez ce chiffre en tête parce que on y reviendra. Je ne vais pas tout vous dire maintenant. Alors, la cantine scolaire, où est-ce que vous en êtes, vous? Vous le voyez, il y a à peu près plus de la moitié d'entre vous qui, quel que soit le mode d'organisation, est en cuisine centrale. La cuisine sur place, ça représente à peu près 30%. Pas mal d'entre vous ne savent pas en fait comment est organisée la cantine. Donc, on va vous donner un petit pense-bête à la fin pour les questions essentielles à vous poser. Et puis, il y en a d'autres, et ça, j'avoue que ça nous intéresse beaucoup, qui ont un autre mode d'organisation. Et on reviendra vers vous plus tard parce qu'on a quelques projets qui pourraient vous concerner, notamment pour les cantines associatives. Voilà. Alors, la cantine scolaire, de quoi parle-t-on en mode d'organisation? La régie directe, donc là, c'est la commune qui est elle-même directement en charge du personnel de cuisine, des achats, des menus, de l'organisation et de l'hygiène. Donc c'est vrai que c'est une grosse responsabilité, mais ça permet une maîtrise plus importante sur la qualité des repas, les approvisionnements en bio, en local. Mais c'est vrai que ça demande des compétences internes et une application forte. Et en même temps, c'est un projet très, très vivifiant pour la commune. Donc ça, c'est un modèle, vous le verrez plus tard, que nous, vers lequel on tend. Euh, il y a un autre modèle, c'est la délégation de services publics. Alors, vous connaissez bien toutes les grandes entreprises de restauration. Là,
à qui on confie la restauration collective. Elle gère la cuisine ou pas, ça dépend. Des fois, c'est la cuisine de la commune. Elle gère les achats à travers sa propre centrale et le personnel dans le cadre d'un contrat qui peut durer 1, 2, 3, 4 ans après et qui est renégocié régulièrement. C'est souvent perçu comme plus simple à gérer pour la commune puisque elle a externalisé en fait cette compétence. Mais d'expérience qu'on a constaté, et les maires qui viendront en parler vous le diront, puisque eux-mêmes étaient dans ce genre de configuration, la marge de manœuvre sur les approvisionnements, la qualité, le suivi, l'origine des produits et l'adaptation au territoire agricole est beaucoup, beaucoup moins importante. Ensuite, une fois qu'on est soit en régie directe, soit en délégation de service public, la question c'est où sont faits les repas? Est-ce qu'ils sont faits au plus près des mangeurs dans les établissements ou est-ce qu'ils sont faits à distance? Donc la cuisine sur place, bon, bah, c'est assez simple à comprendre. Pour nous, à l'usage, on se rend compte que c'est celui qui favorise le plus le fait maison. La saisonnalité des produits, ça permet le plus la réduction du gaspillage et le lien avec les producteurs locaux, et il valorise beaucoup plus le métier de cuisinier. La cuisine centrale ou unité de production culinaire, là, en général, alors il y a de tout dans les cuisines centrales. Il y en a qui font 300, 500 repas, 1000. Il y en a qui font 5000, il y en a qui font 30 000, il y en a qui font 50 000. Donc vous voyez, quand on parle de cuisine centrale, on parle de modèles qui sont très hétérogènes. Là, les repas sont produits à un endroit et ont vocation à être livrés à l'extérieur dans d'autres liens de consommation qu'on va appeler souvent des cuisines satellites, qui sont souvent soit des lieux où on va recevoir les plats chauds, donc ils sont faits le matin et ils sont consommés le midi. Là, on parle de liaison chaude. Ou alors, ils sont faits jusqu'à 3 jours en amont. Et là, ils vont être refroidis sur place, puis stockés en chambre froide, puis mis dans des camions, puis apportés sur place dans les lieux de consommation, dans des offices de réchauffe, remis en température très rapidement, puis servis aux enfants. Vous le voyez, c'est un système qui est très énergivore et qui nous interroge, nous, au collectif Les Pieds dans le Plat, parce que, on le sait, on est dans une phase euh, ascendante en termes de coût et des énergies. Donc voilà, vous voyez bien qu'une cuisine, on l'a construit et qu'elle va durer pendant 20, 25 ans. Donc on peut s'interroger sur ce modèle-là. Nous, de manière générale, et quand c'est possible, on va recommander de faire une cuisine sur place. Mais on va vous en parler un peu plus tard. Voilà. Je vais passer la parole à Céline qui va vous parler des enjeux autour de la transformation des cantines. Merci Marianne. Alors je suppose que si vous êtes ici aujourd'hui ou si vous regardez le replay, c'est que vous êtes sensible à l'un ou l'autre ou à l'ensemble des sujets qu'on va vous présenter ici. Pourquoi transformer la cantine et pourquoi aller chercher à aller vers du fait maison, du bio, du local? Évidemment, il y a des enjeux sanitaires et je pense qu'on va vous mettre dans le chat la référence vers une étude Nutrinet Santé qui montre que enfin, tous les bienfaits d'une alimentation saine et issue de l'agriculture biologique, juste pour vous donner enfin, quelques chiffres, manger sain et bio, ça réduit le risque de surpoids de 23%, d'obésité de 31%, les risques cardiovasculaires, pareil, de 31%, de diabète, 35%. Euh, donc, il s'agit de la santé de nos enfants et des futurs adultes. On parle aussi de la santé des agriculteurs parce que ben, les Parkinson ou les myélomes liés à l'utilisation de pesticides sont déjà reconnus comme des maladies professionnelles. Donc, si on peut éviter à nos paysans de se rendre malades pour nous nourrir, c'est mieux. Évidemment, enfin, je suppose que vous êtes aussi préoccupé de la qualité de l'eau, des sols, de la biodiversité ou de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et là, on fait vraiment le lien direct entre ce qu'on mange, ce qu'on produit et la qualité de notre environnement. Ben voilà, l'agriculture conventionnelle, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est la moitié de la consommation de l'eau douce et elle est aussi responsable de 70% de la perte de la biodiversité. Donc, quand on parle de bio dans les cantines, c'est aussi ça qu'on va chercher. Euh, je suppose aussi que vous avez la préoccupation de peut-être développer des pratiques agricoles plus vertueuses sur vos territoires, de développer de l'emploi.
Là, voilà, je peux vous donner la référence vers une étude de l'ADEME qui dit que le coût de la dépollution, de la filtration, de l'assainissement des eaux, dont vous êtes responsable aussi en tant qu'élus municipaux, représente plus d'1 milliard d'euros, jusqu'à 1,6 milliard d'euros par an pour les services d'eau et d'assainissement. Donc, privilégier l'agriculture bio, c'est aussi éviter des externalités négatives qu'on n'a pas l'habitude de compter dans le coût de la restauration collective. Et puis, bon, bah, pour vos agents publics sur le territoire, c'est aussi offrir la possibilité d'avoir des conditions de travail qui sont beaucoup plus épanouissantes. Et puis voilà, donc on parle de reconnaissance et de fierté des agents, et en particulier des cuisiniers et des cuisinières. Mais vous avez aussi, dans ce projet de cantine, l'opportunité d'éduquer les enfants au goût, à l'alimentation et d'améliorer les conditions de travail de toutes et tous. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, on va essayer de vous donner confiance dans la possibilité d'aller vers des cantines 100% faites maison, bio, locales et de saison. Et pour ça, vous nous avez soufflé les questions que vous vous posez, qui sont aussi parfois des idées un peu préconçues qu'on peut avoir sur la cantine et qu'on va essayer de débunker avec Delphine. Alors, je passe à la page suivante. Pardon. Voilà. Donc, on sait, parce qu'on a l'habitude aussi de vous parler, puis vous nous l'avez rappelé dans le questionnaire, que la première question qui se pose, c'est: mais si je veux faire mieux, si je veux faire différemment, est-ce que ça va coûter plus cher? Euh, Notre première réponse, c'est que généralement, ça ne coûte pas plus cher et même souvent, ça coûte moins cher d'aller vers du 100% fait maison, bio et local. Et nos 3 témoignages de tout à l'heure seront, je pense, particulièrement éclairants. Ce qu'on peut vous dire ici, et évidemment, chaque situation est spécifique, c'est que la première chose, le premier exercice que vous pouvez faire, c'est de calculer vous-même votre coût complet. Et on voit qu'en fait, ce n'est pas un exercice si facile. On a des ordres de grandeur qu'on peut vous partager, et en particulier qui sont issus d'une étude de l'Association des maires de France assez récente de 2024, qui dit que le coût moyen d'un repas, c'est 8,49 €. Donc derrière le coût moyen d'un repas, il y a évidemment le coût matière. On pense à ce qu'il y a dans l'assiette, ou en tout cas les produits qui sont achetés. Euh, et ça, tout à l'heure, on vous disait, c'est 25% à peu près. Donc, on est dans les 2 €, 2,50 € par là. Ensuite, on a évidemment les coûts de personnel. Donc, les coûts de personnel, c'est les coûts des personnes qui font la cuisine, mais aussi les coûts des personnes qui encadrent le temps du repas. Donc là, on est selon les cas, et c'est difficile de faire des généralités, mais disons dans les 3-4 €. Vous avez forcément des coûts administratifs aussi pour gérer les inscriptions, les marchés publics, maintenir vos outils informatiques, etc. Bon, là, c'est un petit euro. Les coûts de maintenance du matériel, d'amortissement des locaux, encore un petit euro. Et puis ensuite, tous les coûts de fonctionnement, d'alimentation en eau, en énergie, d'entretien, d'achat des produits d'entretien et de toutes les autres matières. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire, c'est regarder d'où on part quand on se demande si ça va coûter plus cher. Et ensuite, nous, on a l'expérience vraiment depuis longtemps maintenant et dans toutes les configurations que faire mieux, c'est vraiment faire complètement différemment et repenser complètement le modèle. Il ne s'agit pas de remplacer un produit dans un menu par un produit bio, mais vraiment de se demander comment repenser la façon de faire les menus, la façon de cuisiner, les grammages, euh, et puis voilà, cuisiner des produits bruts et de saison, savoir accommoder les restes et tout ça, mais Delphine vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et puis faire différemment, ben, c'est aussi réduire les gaspillages alimentaires. On sait que dans la restauration collective, le gaspillage, il peut représenter à peu près 30% de ce qui est acheté et produit. Et quand on arrive à être plus malin, à cuisiner au plus proche des mangeurs, ben, c'est là qu'on fait aussi des gros leviers d'économie. Vous verrez donc des exemples concrets tout à l'heure. Euh, une autre question qui se pose, c'est mais en fait, ma cuisine, elle n'est pas adaptée pour cuisiner. Donc là aussi, on a l'expérience de plein de configurations différentes et
Suggestion, ça serait de s'appuyer au maximum sur l'existant. Donc, parfois, vous avez un office de réchauffage parce que vous recevez des produits qui sont livrés par une cuisine centrale gérée en direct ou, euh, ou en délégation. C'est possible de transformer un office de réchauffage en cuisine en respectant évidemment les règles d'hygiène et moyennant quelques améliorations. Et quand on parle de cuisiner sur place, ben, ça veut dire avoir ben, un espace de légumerie pour travailler les légumes qu'on n'a pas forcément. Ça veut dire aussi avoir plus d'espace de stockage, enfin moins de produits secs et plus de produits frais et bruts. Avoir un espace aussi pour la livraison qui va être un petit peu différent. Donc ça, on sait le faire et on sait l'accompagner. J'ai envie à ce moment-là de parler des coûts aussi. Donc de temps en temps, transformer un office de réchauffage, ça suppose des gros travaux ou un petit peu d'agrandissement. De temps en temps, non. Les coûts qu'on observe, c'est entre allez, 100 000 et 500 000 euros pour transformer et équiper un office en cuisine. Par comparaison, construire une cuisine centrale, là aussi, ça dépend de la taille et de la configuration, mais on est plutôt en millions d'euros. On est plutôt entre 1 million et 5 millions d'euros. Donc, vous voyez qu'on est dans un rapport de 1 à 10 entre réaménager un petit existant et construire une grosse cuisine centrale. Ensuite, ben, si dans vos projets du prochain mandat, vous voyez apparaître des projets de rénovation d'école, ben alors là, c'est la bonne occasion pour repenser la cuisine en même temps que vous repensez les salles de classe, le réfectoire et, et le bâti. Et puis, enfin, une question qui se pose aussi, c'est, mais si je dois faire des travaux dans l'école, comment je trouve, enfin, comment j'organise la restauration scolaire pendant les travaux dans la cuisine? Et là, pareil, on a plein d'exemples de possibilités de faire jouer l'entraide intercommunale, donc se faire servir les repas par une cuisine d'une commune amie et voisine, ou de l'entraide entre écoles, évidemment. Puis après, il y a les solutions un petit peu débrouille au bout de ficelle, mais qui marchent aussi, d'utiliser la salle des fêtes si vous en avez une pendant le temps des travaux. Et puis François Dechy de Romainville nous montrera aussi comment la relocalisation des cuisines, elle est en train de se faire école par école, ou groupe scolaire par groupe scolaire. Donc là, c'est vraiment de la planification pendant toute la durée du mandat qu'il faut pouvoir organiser. Euh, donc voilà, je vous ai donné des ordres de grandeur, de coûts et de différentes configurations et différentes solutions. Il y a peut-être des questions dans le chat. Et puis, je vais passer la parole à Delphine pour la troisième grosse question que vous vous posez, qui est est-ce que c'est possible de s'approvisionner en bio et en local sur mon territoire? Merci Céline. Moi je suis Delphine, je suis un des membres fondateurs du collectif Les Pieds dans le Plat. Je suis aussi formatrice en nutrition pour la SIC Nourrir l'Avenir et référente territoriale pour la Bretagne et la Normandie. Donc ce que je vais vous partager, c'est l'expérience de plusieurs années et répartie un petit peu partout sur le territoire national. La première question qu'on se pose quand on veut passer en bio et en local, c'est est-ce que j'aurai assez de ressources sur mon territoire pour approvisionner ma restauration collective? Alors, le premier réflexe qu'on peut se dire, c'est ben, il n'y a pas assez de ressources. Ben, en fait, si, il y a assez de ressources sur la plupart de nos territoires au niveau national. Et pour vous donner un exemple, alors on s'appuie souvent sur l'exemple de la Dordogne, parce que c'est un département qui est toujours très, très engagé sur la restauration collective, avec le soutien politique du président du département, Germinal Perrault, qui a décidé de passer tous ses collèges en 100% fait maison bio local et de soutenir l'ensemble des restaurations municipales aussi sur son territoire de Dordogne. Et qui s'est appuyé sur une équipe technique, dont des membres du collectif Les Pieds dans le Plat, avait fait ce calcul hein, pour approvisionner l'ensemble des restaurations collectives du territoire du département de la Dordogne. Il suffisait simplement de 4% de la surface agricole utile
donc en bio, pour gérer l'ensemble des repas. Donc on voit que c'est vraiment tout à fait possible. Alors évidemment, tous les territoires ne sont pas aussi bien dotés au niveau agricole hein, que la Dordogne. Pour en savoir un peu plus aussi sur les approvisionnements que vous pouvez trouver en local, je vous invite à aller voir l'agence bio. On va vous mettre le lien dans le chat qui propose un annuaire bien spécifique sur chaque territoire. Donc, vous pouvez aller voir cet annuaire qui est bien complet. L'enjeu, c'est évidemment de remettre en lien les producteurs et les restaurations collectives. De la même façon, on s'appuie sur nos partenaires en local qui sont essentiellement les groupements d'agriculteurs biologiques ou les CIVAM Bio qui vous proposent de vous mettre en lien avec ces producteurs, les plateformes logistiques aussi qui sont en place. Et puis, il s'agit aussi de savoir de combien on a besoin. Et donc, là aussi, on peut s'appuyer sur des outils qui ont été développés, notamment en Dordogne, j'y reviens, mais avec l'outil qui est très intéressant, qui est une application en ligne qui s'appelle À table. De la même façon, on vous mettra en lien et qui vous permet de quantifier à partir d'un plan alimentaire qui a été établi par le département de la Dordogne et notamment le travail d'Aurélie, qui est un de nos membres, la quantification des besoins. On a aussi un autre outil qui est EMAP, qui nous a été légué au départ en retraite de son concepteur et qui peut être très, très utile pour planifier les besoins et avoir aussi des idées de recettes. Voilà. Si c'est possible, on peut aussi revenir à une production plus locale et la plus locale possible. Celle, par exemple, que j'aimerais citer, c'est pourquoi pas développer une ferme maraîchère municipale comme à Montsortou ou intercommunale comme à Argentan, par exemple. Évidemment, ça a du sens que si il n'y a pas encore de production suffisante en bio local sur place. En Bretagne, par exemple, hein, des fermes maraîchères ou des régies maraîchères sont peut-être pas aussi essentielles puisqu'il y a déjà un tissu de production qui est déjà bien accentué. Pour un deuxième axe hein, d'économie, on pense aussi au gaspillage alimentaire. Alors, la plupart du temps, quand on parle de gaspillage alimentaire, on voit simplement le retour assiette, c'est-à-dire ce qui n'est pas consommé par les enfants. En fait, c'est une toute petite partie du gaspillage alimentaire et le gaspillage alimentaire, il peut se gérer bien avant, bien en amont de ça. Au moment des commandes, donc avec le plan alimentaire, ça permet aussi de gérer ça, hein, de maîtriser les grammages et les quantités suffisantes. Pour bien maîtriser les grammages, il s'agit aussi de bien connaître ses mangeurs et donc la proximité, le fait de cuisiner au plus près, ça permet aussi de bien ajuster les quantités qui sont produites. D'adopter aussi une posture éducative quand on sert les enfants et de la même façon bien connaître leur appétit et comment on peut les accompagner. Et puis s'il y a des restes, de pouvoir les revaloriser, ce qui est absolument impossible quand on n'est pas en cuisine sur place, quand les repas sont livrés. Tout ce qui est livré dans les cuisines satellites, malheureusement, doit être jeté pour des raisons d'hygiène. Une des questions que vous vous posez aussi, et de façon très légitime, hein, notamment quand vous êtes en retour en régie directe ou quand vous gérez déjà votre cuisine, votre cantine sur place, c'est la gestion des ressources humaines. C'est cette responsabilité, c'est si vous êtes en retour en régie directe, le problème du recrutement. Le métier de la cuisine en restauration collective, hein, c'est un métier qui est en tension. Ce sont des métiers complexes où on demande de la technicité, de la polyvalence dans les tâches. Ce qu'on observe, nous, en accompagnant les cantines et notamment les retours en régie directe, mais vous en aurez un exemple très concret tout à l'heure, c'est que les agents retrouvent du sens dans leur travail. Et on voit aussi que ce sens
fait que il y a beaucoup, beaucoup moins d'absentéisme, beaucoup plus de plaisir, de bonheur à travailler sur place. Et puis concrètement, hein, moins d'arrêt de travail. Je reviens à la Dordogne tout à l'heure parce qu'on a plusieurs années d'expérience et à l'échelle d'un département où Jean-Marc Mouillac, un de nos membres fondateurs, disait que d'expérience et de retour de terrain, il y avait 3 fois moins d'arrêt de travail que avant de lancer ce projet de 100% fait maison bio local à l'échelle du département. Céline, je te repasse la parole pour deux autres axes, deux autres questions que vous vous posiez. Oui, et je vais aller vite pour laisser les temps aux exemples. Le premier rappel, enfin, ou première question, c'est les réglementations à suivre. Donc, vous avez les réglementations qui concernent l'hygiène et la sécurité alimentaire. C'est assez technique. Juste le message qu'on a envie de vous passer, c'est que c'est totalement compatible avec le fait maison et avec la bio. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Et puis, vous êtes sûrement au fait de la loi Egalim et de la loi climat et résilience qui vous oblige à servir 50% de produits de qualité et au moins 20% de produits bio, un menu végétarien hebdomadaire et puis avec un certain nombre de labels. Et je vais passer vite, on vous donnera aussi tous les éléments. Et puis dernière question qui paraît un peu technique aussi, c'est les marchés publics. Est-ce que c'est possible de servir du local dans le cadre des marchés publics? La réponse, c'est oui, évidemment, le Code des marchés publics interdit le localisme, mais on sait être malin pour pouvoir intégrer un maximum de produits bio et locaux dans les marchés. Et donc là, la démarche, c'est d'abord regarder ce qui est autour de vous, ce qu'on appelle un peu le sourcing, et ensuite calibrer les marchés pour pouvoir assurer la possibilité aux producteurs à côté de chez vous d'y répondre. Donc là, c'est vraiment une question dans le cadre de réponse, de demander s'il est possible d'aller visiter les exploitations, quel est le temps de transport des denrées, travailler aussi sur l'allotissement, mais aussi le conditionnement, la possibilité de renvoyer les seaux de fromage blanc, par exemple, des choses comme ça, qui vous permettent de favoriser tout à fait légalement les producteurs locaux. Et on va passer au temps des témoignages parce que ce sont ceux qui l'ont fait, qui l'ont décidé, qui en parlent le mieux, celles et ceux qui ont... Voilà. Eh ben, merci beaucoup Delphine et Céline pour tous ces repères et ces ressources. Effectivement, on va là donner la parole à 3 acteurs et actrices qui ont œuvré concrètement pour transformer les cantines. Alors on va aller en Île-de-France, on va aller dans l'Oise et pour commencer, on va aller en Bretagne avec Aline Ponce, qui est diététicienne et formatrice au collectif Les Pieds dans le Plat et pour la SCIC Nourrir l'Avenir et qui a accompagné la commune de Questembert. Juste quelques repères, 8 000 habitants, 16 000 habitants sur l'aire urbaine, a quitté son prestataire privé, délégation de service public et a opté pour une régie directe. On est sur une cuisine centrale, 900 repas par jour. Et une des caractéristiques de ce projet, et ça rejoint beaucoup les questions que vous avez posées, c'est le taux de local absolument incroyable de cette cantine. 94% sont issus de Bretagne, donc 40% du Morbihan et 14% de denrées issues de la Comcom. Alors, on voit dans le chat que c'est des questions qui vous intéressent. Est-ce qu'on peut dire, Aline, que la demande, c'est-à-dire la demande d'une restauration collective bio, locale, avec du fait maison, a aidé à structurer l'offre agricole du territoire? Eh bien, complètement. Merci Marine. Donc, oui, le projet de Questembert, c'est un retour en régie, donc avec cet objectif qui a été affirmé dès le début du mandat par le maire, de revenir sur une cantine 100% bio, locale et faite maison. Donc, on les a accompagnés conjointement avec le groupement des agriculteurs bio. C'est un projet qui a mis 2 ans à voir le jour. Et c'est un projet qu'on a accompagné étape par étape, mais qui a été bien structuré et qui fait que tout s'est bien passé dès le démarrage. On a maintenant un an de recul sur l'expérience et voilà, tout se passe bien.
La force de la SIC Nourrir l'Avenir, c'est d'avoir des compétences à toutes les étapes et d'être en capacité de vous accompagner à toutes les étapes. Vous l'avez vu un peu sur le début là, de la présentation. Et c'est comme ça qu'on réfléchit avec les équipes et ça permet de rassurer bien souvent les municipalités puisqu'il y a une feuille de route claire. Les étapes sont bien affichées avec le timing. Ça permet de rassurer aussi, voilà, à quel moment il va falloir qu'on ait sélectionné nos producteurs, à quel moment il faut qu'on mette en place le plan alimentaire, qu'on s'occupe en même temps de la partie hygiène, etc. Donc, c'est très vaste, mais on vous accompagne à chaque étape. La grosse plus-value sur Questembert, ça a été justement l'outil dont vous a parlé Delphine tout à l'heure sur les approvisionnements qui permet de mettre en corrélation notre plan alimentaire avec vos besoins en produits et ce pour toutes les catégories. Et on va même très loin parce qu'on est en capacité de vous dire il faudra tel volume de légumes sur l'année. Et dans ce volume de légumes, on aura besoin de tant de volume de carottes, tant de volume de choux, tant de volume de pommes de terre. Donc ça permet de travailler de façon réfléchie avec les producteurs locaux euh, et de s'engager sur des volumes d'achat déjà à l'année. Donc pour les maraîchers, ça devient beaucoup plus facile de travailler avec les restaurants scolaires parce qu'ils savent déjà ceux qui vont devoir planter, les planches qu'ils vont devoir préparer. Donc et ça, on le fait pour tous les produits. Donc voilà nos volumes de yaourt, les volumes de fromage, tout est défini. Ça permet soit de construire vos marchés quand on est sur des gros volumes comme nous, et puis surtout d'aller démarcher en fait tous les producteurs locaux en leur disant voilà, on va avoir besoin de tel volume sur l'année. On peut avoir même affiné et redire bah, ce sera, moi, je sais pas, un service de yaourt par semaine, par exemple, pour 900 couverts. Est-ce que vous êtes en capacité de nous les fournir? Après, c'est les, les paysans, les cuisiniers travaillent ensemble main dans la main et ça permet aussi de remettre du sens et du plaisir à travailler ensemble. Euh, mais une fois qu'on a fait ça, voilà, on avait tous nos volumes de produits, on avait trouvé tous nos producteurs. Sauf que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, on peut s'appuyer sur les structures comme Manger Bio ou les Civam pour aller pour s'approvisionner auprès de tous ces produits. Nous, en Morbihan, on n'avait pas de plateforme comme ça. Donc, le projet de Questembert a permis de regrouper tous les producteurs. On a créé une plateforme, en fait, qui permet, avec un salarié qui va récupérer les produits tous les mercredis matins dans les fermes, qui prépare les commandes le mercredi après-midi et qui relivre les restaurants scolaires les jeudis matins. Donc c'est ce projet-là spécifiquement qui a permis de recréer une plateforme sur le territoire. Ça permet du coup à d'autres restaurants scolaires de pouvoir augmenter leurs produits bio et locaux aussi. Et ça permet petit à petit aussi à nos paysans de se structurer et d'avoir des débouchés qui soient fiables. Donc, ça a permis de créer 2 emplois déjà dans un premier temps avec cette plateforme qu'on appelait la palette paysanne. Et puis, ça a permis de créer, nous, on a créé des emplois supplémentaires, parce qu'on a créé 2 postes de cuisiniers supplémentaires en cuisine. Voilà ce que je peux vous dire. Et ouais, aujourd'hui, Marine t'a donné le chiffre tout à l'heure, on est à 82% de produits bio. On est sur un coût matière maîtrisé puisqu'on est à 2,14 €. Le prix pour les familles, il a baissé parce qu'en parallèle, on a mis en place le dispositif à 1 €. Donc voilà, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et je dirais juste ce qui est important de comprendre, c'est que du coup, cet outil-là, il est vraiment en lien avec notre plan alimentaire. Notre plan alimentaire, il est réfléchi aussi avec nos fiches techniques, avec des techniques particulières en cuisine. Et c'est pour ça que l'accompagnement, il est indispensable du coup à chaque étape et jusqu'au bout.
Merci beaucoup, Aline, pour cette explication très complète. On va partir en Île-de-France avec François Dechy, qui est maire sortant de Romainville, 35 000 habitants, on commence à plus de monde. En 2020, petit historique, François Dechy avait signé la charte d'engagement d'un collectif de citoyens qui était scandalisé par la qualité des repas qui était préparés par le syndicat intercommunal qui livrait toutes les communes des alentours. Là, on parle d'une cuisine centrale de 42 000 repas par jour, livrés en liaison froide. Et donc son engagement, c'était tendre vers le 100% bio, 100% fait maison, le plus local possible, avec un accompagnement solide du temps de repas. Et il l'a fait, en tout cas sur au moins déjà une école et pas à pas quitter le syndicat intercommunal en question. Il a réimplanté des cuisines dans des écoles tout en maîtrisant le coût complet des repas. François, quelles questions doit-on se poser au début de son mandat? Au début de son mandat, il faut plus se poser les questions. On se pose les questions pendant la campagne électorale et au début de mandat, il faut agir vite parce que c'est des sujets sur lesquels il faut qu'ils prennent du temps, qu'il faut travailler sérieusement. Et nous, on a vraiment bossé avec la SIC Nourrir l'avenir, avec les parents d'élèves, avec des élus super engagés sur le sujet. Et parmi eux, un élu qui venait, qui avait d'abord commencé ses combats en tant que parent d'élève et qui a pu les prolonger et j'allais dire les transformer ses indignations en action une fois aux responsabilités dans l'équipe qui a gagné la municipale en 2020, Stéphane Dupré en l'occurrence. Nous, on avait les idées au clair sur nos orientations politiques en arrivant, on les avait travaillées en amont avec plusieurs idées en tête et plusieurs priorités avant même la question du bio. Là, je veux dire, la question du bio, elle s'imposait à nous naturellement et elle était issue d'orientations politiques radicales. Moi, je suis plutôt, je suis maire d'une liste, d'une très large union de la gauche. Moi, je viens plutôt, je suis plutôt un social-démocrate écolo même si je suis pas encarté. Mais en matière de restauration, je suis vraiment pour la révolution. Le chemin le plus pragmatique, c'est la radicalité. La radicalité dans la coopération, dans la joie et l'enthousiasme. Mais c'est pas, je crois pas du tout qu'on puisse améliorer à la marge un système défaillant. Et donc le sujet, c'est vraiment de tout remettre à plat. Et donc nous, on avait deux sujets majeurs. On voulait euh, rompre avec la cuisine centrale, parce que moi j'ai la conviction, j'allais dire, quel que soit le volume, et plus il y a de volume, pire c'est, que c'est un modèle qui pose beaucoup de problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes sur le plan qualitatif, et puis ça pose beaucoup de problèmes sur le plan économique, j'y reviendrai, et ça nous empêche une opportunité de dingue. Faut quand même se souvenir, enfin, faut quand même avoir en tête que nos gamins passent plus de temps sur leur scolarité, vont passer plus de temps à la cantine qu'en cours de maths ou de français. Donc, euh, considérer ce temps-là comme juste un temps où on doit charger en calories nos gamins pour qu'ils tiennent l'après-midi, c'est quand même une vision de l'éducation qui est très dépassée. Et nous, on avait vraiment la conviction qu'il fallait repositionner le temps du repas comme un temps éducatif et que le meilleur moyen pour faire ça, c'était de remettre des cuisiniers heureux et épanouis de leur boulot, bien plus épanouis que celles et ceux qui réceptionnent et réchauffent des barquettes. Et donc, il y avait cette volonté voilà, reconsidérer les métiers de la restauration et de la restauration publique et de cuisiner sur place et de positionner l'équipe cuisine au cœur du projet pédagogique. Et puis derrière, on a effectivement travaillé très concrètement avec l'appui, l'ingénierie, l'expérience de la SIC Nourrir l'Avenir pour tester sur un premier site, parce qu'une cantine 100% bio dans une école en première couronne parisienne, on était les premiers à le faire. Euh, et,
Et c'est là où on a découvert qu'effectivement, tout ce que expliquait très bien Marine, Céline, c'est qu'à partir du moment où on change complètement le système et où on se donne l'opportunité de changer complètement le système, bah, en fait, c'est beaucoup plus facile parce que effectivement, si vous voulez mettre un peu plus de bio sans changer le système, ça va vous coûter plus cher et ce sera pas forcément meilleur. Enfin, je veux dire, un steak de soja bio par l'industrie agroalimentaire, c'est pas beaucoup mieux qu'un steak de soja pas bio. On avait vraiment cette volonté de transformer et on a fait le premier modèle dans une école d'un quartier populaire qui a montré que on arrivait à une équation économique sensiblement équivalente à nos systèmes de restauration collective dans un raisonnement en coût complet. Mais grosso modo, on sait qu'on est autour de 10-12 balles le repas suivant ce qu'on met dans l'analyse du coût complet. Après, il y a un choix politique de savoir où va cet argent. Et quand vous choisissez la cuisine centrale, bah, il y a une partie de l'argent importante qui va dans la logistique plutôt que dans la cuisine ou plutôt que dans l'accompagnement ou le service à table des enfants, puisque nous, on a opté pour le service à table. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire en première partie. Je sais pas si tu veux que je dise. Moi, je peux en parler pendant 3 heures. Hein. Notre cantine, je Je sais, l'adore. François, je sais. Je peux m'arrêter là. Parmi toutes les étapes, et effectivement, je te demanderai d'être un petit peu concis, quelles sont celles qui, pour toi, t'a paru à la fois la plus puissante et peut-être un deuxième point, peut-être la plus compliquée. On sait que les travaux, on sait quand ça commence, on sait quand ça finit, on sait pas quand ça finit. Est-ce que quelque chose Oui, autour faut y aller. En coût de fonctionnement, on arrive à atterrir. Ensuite, il faut pas se mentir, c'est de l'investissement de transformer des offices de réchauffe de barquettes en plastique en cuisine sur place où on va rentrer des légumes un peu sales et on va transformer en repas et on va vivre au jour le jour cette cantine. Il se trouve que là, on s'est fait bien accompagner par la SIC Nourrir l'Avenir pour choisir un premier site facile, où ça nous a coûté grosso modo 200 000 euros de transformer un office de réchauffe en cuisine permettant de desservir 2 écoles. On a choisi comme deuxième site, je pense, le site qui sera le plus complexe. Et les travaux sont en cours. Là, c'est dans une école années 50, très contrainte, sur laquelle on a fait une extension très, très ambitieuse, très lourde, où l'on va plutôt être sur une enveloppe à 2 millions. On va avoir un autre truc facile l'année prochaine avec la livraison d'une nouvelle école, où là, finalement, on implémente le nouveau système dès le départ. Donc ça, on est vraiment sur un coût marginal en termes de coût par rapport à un office de réchauffe. Donc, à partir de la première expérience, on a pu construire une stratégie pour que nos 8 groupes scolaires, entre guillemets, enfin nos 8 cuisines desservant toutes les écoles de Romainville, puissent se déployer d'ici 2030. Et à la fin, on aura une enveloppe d'investissement qui correspond grosso modo au coût qu'on aurait dû déployer pour financer une cuisine centrale à l'échelle de la ville. Donc c'est vraiment un choix politique qui est pas enfin, qui n'a pas vraiment de coût supérieur, alors même que les bénéfices sont incroyablement supérieurs sur le plan éducatif, sur le plan qualitatif, sur le plan de notre capacité à tisser des liens entre nos territoires urbains et des territoires plus ruraux. Donc sur le plan politique, c'est très puissant et ça coûte pas plus cher, alors même que on était prêt au sein de notre municipalité à dire, parce qu'on s'est lancé dans l'aventure sans être sûr de notre coût au niveau du prix. Mais par contre, nous, on était prêt à valoriser toutes les externalités positives que l'ancien système de restauration n'apportait pas. Et donc, je pense qu'on avait même une capacité politique à mettre plus cher. Bon, il se trouve qu'à notre plus grande surprise, à vrai dire, parce qu'on était plein de préjugés aussi, on arrive à une équation similaire avec voilà, un impact dingue. Et ce que je veux dire, même si je dois être très concis,
c'est surtout n'écoutez pas tous ceux qui, depuis 40 ans, nous rabâchent les oreilles sur le fait que la seule solution, c'est la cuisine centrale pour la sécurité. Gna, 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 gna. Notre gros problème à nous, collectivités, c'est qu'on a perdu ce savoir-faire depuis, je pense, il y a 40 ans, qu'on s'est fait endormir, pourrir la tête par l'industrie agroalimentaire, qu'on a un écosystème d'accompagnement des collectivités locales qui a été nourri par ce système et qui continue à proférer et à relayer des conneries sur ce sujet. Et je veux dénoncer personne, mais ils sont incroyables. Alors que la réalité est très simple, mais que aujourd'hui, dans l'écosystème, pour un consultant venu de la SIC Nourrir l'Avenir qui va vous accompagner dans le bon sens, vous allez trouver sur le marché 19 consultants nourris aux hormones par l'industrie agroalimentaire. Donc méfiez-vous, tenez bon, parce que c'est vraiment jouable quand il y a la volonté politique et qu'on s'appuie sur les bons acteurs pour avancer. Et vous aurez, et c'est un des seuls sujets de transition écologique profonde sur lequel on a quasiment un consensus total à l'échelle d'une municipalité. Merci François, beaucoup d'avoir dit tout ça et Plaisir. avec tes mots et avec ton expérience. Et je vois que plein de gens applaudissent et te remercient pour ces mots. Je pense que tu donnes du cœur à l'ouvrage à tous ces gens qui sont déjà, je pense, déjà en transition eux-mêmes sur la cantine. Merci beaucoup François. On va laisser la Merci à vous. parole à un autre élu qui est lui à Margny, les Compiègnes dans l'Oise, qui s'appelle Michel Pernaut-Dubreuil, qui est adjoint à la transition économique et sociale du territoire et à la démocratie participative. 8600 habitants, 500 repas par jour. Donc l'histoire va vous parler. Une mairie insatisfaite de son prestataire privé en termes d'approvisionnement bio et locaux, qui avait pris cet engagement de transformer sa cuisine dans son programme de 2020 et qui l'a fait. Monsieur Dubreuil, à vous la parole. Merci, bonjour. Alors, bah, je vais pas avoir de difficulté à vous mettre en appétit à cette heure-ci sur le sujet. Notre expérience, effectivement, dans une commune de 9000 habitants, 760 écoliers, 490 à la cantine, et on part avec 4 sites, 4 cantines sur la commune. La situation initiale, on était vraiment bloqué avec notre prestataire, et j'ai envie de dire, c'est par la non-réponse à nos exigences que on a eu le coup d'envoi du passage en régie directe, bloqué parce que, bon, voilà, des impacts négatifs, du gaspillage, des coûts non maîtrisables qui évoluent tout le temps. Et du coup, ça n'a pas été très difficile après une tentative de renouvellement de marché dans laquelle on avait mis quelques exigences et sur laquelle on n'a eu aucune réponse au regard des exigences qu'on avait inscrites dans le cahier des charges. Trois prestataires sollicités, aucune réponse. Donc en octobre 2023, on a pu facilement, l'ensemble des élus, décider de reprendre en régie notre cantine. Et on a fait un diagnostic et vu qu'on avait une école assez récente dont l'office de réchauffe pouvait être transformé assez facilement en cuisine centrale décentralisée. J'insiste sur le terme. Plus on fera des cuisines centrales décentralisées en liaison chaude, au plus proche ça a été dit, hein, des consommateurs, plus on réduira tous les coûts inutiles que l'on génère si l'on s'approvisionne à distance. Donc on avait un an pour réussir. On a travaillé avec différents partenaires, dont la SIC Nourrir l'Avenir, Bio de France, l'Aglo et son responsable de la protection de la ressource en eau, un groupe de travail avec des parents d'élèves, et on a pu, en un an, ouvrir notre cantine en septembre 2024. Ce qui a été très important, c'est que on a recruté de manière anticipée, j'insiste là-dessus, le chef de cuisine 6 mois avant l'ouverture et il était largement impliqué pour constituer son équipe avec une partie du personnel de réchauffe, pour choisir ses équipements, les aménagements avec une logique du fait maison en produits locaux. C'est pas les mêmes aménagements
que nous indiquait que nous indiquait l'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui n'avait pas compris du tout cette préoccupation. Donc il a fallu retransformer les plans de départ. En gros, 120 euros, 120 K euros de travaux, 250 K euros d'équipement, et puis un staff de 5 personnes pour produire 500 repas, dont 3 recrutés en interne et accompagnés dans leur plan de développement des compétences. Ça a été un aspect majeur. Je cite toujours notre cher Pascal, prêt à prendre sa retraite, vent debout contre ce projet et qui, après être allé à Romainville, après être accompagné, avoir été accompagné par notre chef, aujourd'hui, elle est à fond dedans. Et je l'entendais encore il y a 2 jours dire, je vais peut-être repousser ma retraite, tellement elle est contente de se lever le matin pour aller faire la cuisine. Euh, alors les coûts, pour aller rapidement, sur 90 000 repas la première année, j'insiste bien sur la première année, hein, donc on se lance, c'est encore un peu expérimental, 90 000 repas, 14%, donc 12 600 repas à 1 euro. On a le tarif est question à 1 euro. La première année, on a 2,42 € de denrées, sans avoir négocié quoi que ce soit avec nos producteurs et nos fournisseurs. Donc ça, c'est le prix qu'eux proposent pour des produits à 95% bio et on est à 80% en local, sachant que le non local, c'est surtout Biocop Restauration et dans ces 20%, il y a encore une partie du local, mais on ne le sait pas trop. 2,42 € de denrées, ça nous mène à 4,90 € le coût du repas produit sortie cuisine. Et après, le coût complet prend en compte l'ensemble des coûts de la pause méridienne. Comme ça a été dit très justement, hein, c'est à peu près le double avec les coûts de la pause méridienne. Donc on arrive à un repas de 9 €, 9,40 €. Euh, et aujourd'hui, ce qui est important aussi à souligner, c'est que dans les 2,42 € de denrées, c'est la moitié qui correspond à des produits frais, des fruits et légumes. Donc c'est 1,20 €. 1,20 €, seulement 1,20 € pour bien nourrir nos enfants et bien créer du débouché pour des producteurs locaux qui veulent produire de manière responsable. Ce qui est vraiment important à souligner dans notre politique, c'est que effectivement, comme toutes les collectivités, on s'est dit, mais il faut limiter les charges de fonctionnement pour la collectivité, certes, mais limitons les charges de fonctionnement qui doivent être illimitées. Ça a été dit tout à l'heure hein, par François, les coûts de logistique, les coûts de transport, les coûts d'énergie inutiles, les coûts de rémunération des actionnaires, tout ça, faut les éviter. Pourquoi faire? Pour pouvoir payer au juste prix notre fournisseur de produits bio locaux. Et donc là, ne mégotons pas sur le prix que l'on paye aux producteurs locaux. Au contraire, donnons-nous les moyens de lui payer le juste prix. Et je fais référence à l'étude qui a été faite il y a 2 ans, qui est très intéressante, je la conseille, hein, sur l'injuste prix de notre alimentation. Et vous verrez toutes les externalités négatives, le coût phénoménal de notre système agroalimentaire. Parce que quoi? Parce qu'on n'est pas prêt à payer le vrai prix d'une alimentation saine et responsable. Donc, nous, collectivités, si on n'est pas exemplaire là-dessus, qui le fera? On voit bien dans le contexte agricole actuel qu'on doit pouvoir montrer qu'on est capable d'avoir des achats responsables, vertueux et de mettre le vrai prix de notre alimentation. Ce qu'on a observé au bout d'1 an de coopération avec nos fournisseurs, on les a réunis et sans même entrer en négociation, en regardant ce qu'on avait fait avec eux pendant 1 an, le fait d'être un fournisseur, un débouché stable et rémunérateur, on réduit leurs coûts, on réduit leurs coûts commerciaux, on réduit leurs incertitudes. D'emblée, ils nous ont proposé 10% de moins sur les approvisionnements de l'année 2. Donc, vous voyez, c'est très vertueux et ça permet de créer des complicités d'intérêts économiques sur le territoire, mais pas que économiques. Il y a tous les effets qui ont été évoqués au cours de cet échange sur l'agriculture locale, sur je dirais la dynamique que ça crée au niveau du personnel des cantines, dans le lien avec les enfants, dans le lien avec les parents,
dans le côté très transversalité, je ne l'ai pas dit, c'est le service développement durable et le service enfance-jeunesse qui ont travaillé ensemble sur ce projet. Tout le monde sait que c'est pas très facile de créer de la transversalité dans les services des collectivités qui ont tendance à travailler un peu en silo. Là, au contraire, on a vraiment créé une belle transversalité. Et donc, j'ai envie de conclure en disant que c'est ce type de projet, mettons-y le prix au bon endroit. Arrêtons de penser prix bas, parce que prix bas, ça veut dire coût élevé pour la société. Et ben, soyez convaincus qu'il y a un retour sur investissement sociétal. C'est rentable politiquement, comme le disait François, et ça permet vraiment, mais vraiment, de faire cause commune dans la cité. Donc voilà, à votre disposition pour répondre à vos questions, vous recevoir si vous n'êtes pas loin, même si vous avez envie de faire le voyage. C'est fait pour être partagé. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a d'autres cantines de l'agglo qui emboîtent le pas, alors qu'avant, ben, il y avait un vrai blocage à l'échelle de l'agglo, et notamment dans ses décideurs. Là, maintenant, on a pu faire la démonstration et avoir un effet d'essaimage à d'autres collectivités de notre agglo. Merci Merci. beaucoup. Merci Michel, merci beaucoup. Et effectivement, on se rend compte que quand des territoires se lancent, il y a une dynamique extraordinaire et que les autres élus viennent voir et que les choses changent. Donc, soyez pionniers aussi sur votre territoire. Mm. Vous avez vu, on vient de voir deux élus quand même qui ont l'air vraiment heureux et enthousiasmés. Donc, aujourd'hui, à Romainville comme à Marny-les-Compiègnes, on peut venir manger, alors certains jours, hein, pas tous les jours, c'est pas voilà, pour Faut savoir tenir. et discuter avec les élus. Donc, vous pouvez les contacter pour venir les rencontrer. Vous avez vu, il est 13h08, on a un petit peu débordé, mais comment interrompre tant de témoignages inspirants? On voulait vous dire quand même qu'aujourd'hui, n'êtes pas seul. Alors, vous avez bien compris, nous, on peut vous accompagner, aussi bien dans le portage, enfin, je veux dire, le portage politique que opérationnel. Mais vous avez aussi toute une galaxie d'acteurs qui sont des gens engagés, très pointus. Bon, le label EcoCert en cuisine qui va permettre pour vous de suivre les étapes et les faire vérifier objectivement sur un certain nombre de critères. Bien sûr, les approvisionnements, mais aussi les produits ménagers qui ont à voir aussi avec les polluants qu'on ne veut plus envoyer dans l'environnement et pour la santé des travailleurs, les approvisionnements, donc label EcoCert en cuisine. Vous avez les plans alimentaires territoriaux que vous pouvez contacter pour voir s'ils sont aussi, où ils en sont dans leur démarche vis-à-vis de la restauration collective et la structuration de l'offre. Vous avez les régies agricoles publiques qui viennent de commencer, c'est ce qu'on appelle, on appelle les fermes municipales, qui sont des initiatives lancées par les communes sur des territoires surtout où l'offre alimentaire n'est pas satisfaisante en bio et où ils veulent reprendre la main là-dessus. Là, on peut évidemment nourrir souvent la restauration collective, mais aussi l'élargir à la population pour proposer des paniers. C'est l'exemple le plus connu, c'est celui de Mouansartou dans le 06. Et c'est eux les pionniers là-dessus. Donc il y a un régie, je vous laisse regarder sur Internet. Et nous, on va vous envoyer un livret où il y aura des liens pour vous renvoyer sur ces acteurs. Il y a évidemment Terre de Liens, qui est une association qui va aider à l'installation, puisque vous le savez que le foncier est quelque chose qui pèse pour les nouveaux installés et qui parfois freinent, voire arrêtent leur projet. Donc Terre de Liens est une association qui peut vous aider aussi à réfléchir le projet agricole en fait sur votre commune. Les GAB, la FNAB, le CIVAM. Alors la FNAB vient de faire un webinaire qu'on va vous mettre en lien dans le livret, que je vous invite vraiment à aller regarder parce qu'ils vont aussi, à travers une charte d'engagement, vous permettre de voir quels sont les points importants sur lesquels insister dans la construction et dans le développement de votre projet. Le réseau Manger Bio, c'est une plateforme de 22 comment dire, organisations qui vont connecter les producteurs sur le territoire et qui vont ensuite vous permettre de passer des commandes avec à peu près tout ce dont vous avez besoin pour alimenter vos cantines. Donc réseau Manger Bio,
décliné en 22 organisations. Le logiciel à la table, on vous en a parlé, qui va vous permettre de déterminer en fonction d'un plan alimentaire qui est sain et qui est assez végétalisé, de quelle surface agricole vous avez besoin sur votre territoire. Donc c'est quand même très utile et ça permettra aussi de vous rassurer sur les capacités de votre territoire à vous nourrir. Et enfin, un dernier partenaire, Bioconsommateur, qui est une association qui fait de l'éducation auprès des convives, des petits, pour leur permettre parce qu'en sortie de cantine, il faut aussi que les jeunes aient aussi une certaine éducation, une certaine compréhension des enjeux alimentaires. Bioconsommateurs comme l'école comestible aussi, qui est une autre association qui fait ce genre de service, peut vous aider dans ce chemin. Enfin, on a prévu un temps de questions-réponses. Je vous cache pas que, en fait, on a essayé de répondre à pas mal de questions dans le chat. J'espère que vous avez pu regarder. Moi, j'ai regardé aussi. Et il y a 3 questions au moins qui m'ont paru peut-être intéressantes à partager. Mais les filles, celle qui veut répondre, lève le doigt et on y va. Est-ce que ce modèle est financièrement possible dans une petite école de 50 élèves d'abord? Et est-ce qu'un cuisinier est suffisant pour 50 élèves? Et comment gérer un imprévu comme l'arrêt de travail du cuisinier? Qui a envie de... Delphine, est-ce que tu veux prendre la parole? 50 élèves, est-ce que c'est réaliste? Oui, très rapidement. Bah oui, c'est les premiers modèles hein, d'ailleurs qui ont été accompagnés ou qui ont spontanément géré leur transformation, parce on n'a pas la prétention d'être intervenu partout sur le territoire français, heureusement. On ne pourrait pas le faire en tout cas. Et donc oui, c'est possible et c'est d'autant plus simple parce que là, on a une proximité très très forte avec les enfants. Et est-ce qu'un cuisinier, c'est suffisant? Alors oui, pour fabriquer les repas, mais c'est vrai que prévoir un moment où bah, ce cuisinier en responsabilité des repas n'est pas présent et peut être remplacé, bah, ça s'anticipe. Et de plein de façons, hein. Ça peut être un agent qui le remplace et qui monte en compétences, par exemple. Enfin, on a plein de solutions à proposer, mais oui, bien sûr, c'est possible. N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations. Merci beaucoup Delphine. Une autre question, notre cuisine centrale est gérée par la communauté de communes. Comment avoir les infos? Ça, c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut se renseigner sur comment ça se passe. Delphine, je crois que tu avais une suggestion à faire aussi là-dessus. Alors, pardon, tu peux répéter, Marine? Je sais pas. Excuse-moi, notre cuisine centrale est gérée par la communauté de communes. Comment avoir les infos? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans les cuisines? Comme vous l'avez vu, c'est quand même un monde spécial. Et puis, la cuisine centrale est éloignée justement des mangeurs. C'est pas comme si on pouvait dire, Suzanne, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Voilà, c'est un peu éloigné. Du coup, qui a les infos sur qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine centrale? Oui, je crois que François, tu as une idée. Ah, mais nous, on est confrontés à ça, puisque nous, on n'avait pas une restauration concédée, on avait une restauration d'un syndicat intercommunal auquel la ville adhère, et adhère toujours, puisque c'est notre partenaire de transition, puisque on est aujourd'hui on est aujourd'hui à 30% des gamins concernés, on va à 100% à 2030. Donc nous, on n'a jamais dit que le sujet de l'alimentation ne devait pas être un sujet de coopération intercommunale. Mais par contre, c'est le modèle proposé par notre syndicat intercommunal qui ne nous va pas. Un modèle qui consiste à centraliser la production et à avoir ces logiques de cuisine de réchauffe. Ça nous va pas. Donc on a positionner politiquement notre projet en étant plutôt sympa parce que il y a beaucoup, c'était tellement compliqué, tellement mauvais qu'il y a beaucoup de villes qui ont quitté le syndicat intercommunal en 2020 lors d'alternance.
Et donc, nous, on a fait le jeu de rester en encourageant les améliorations pour ceux qui voulaient juste évoluer tranquillement, mais en innovant notre propre modèle et en quittant progressivement le syndicat. Donc, tout est ça, c'est des options qui sont jouables. Mais encore une fois, je pense qu'il vaut mieux expérimenter une solution radicale, quitte après à promouvoir demain des formes de coopération à l'échelle intercommunale. Mais autant, moi, je reste convaincu que la cuisine, elle doit être communale, en régie publique, où je pense qu'il faut aussi faire émerger des nouveaux modèles de coopération publique privés issus de l'économie sociale et solidaire pour que les Sodexo d'aujourd'hui soient plutôt remplacés demain par des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui fédéreraient et les collectivités et les paysans et tous ceux qui font de la cuisine subversive. Mais bon, en attendant, une régie publique avec l'accompagnement d'une SIC, ça marche. Et par contre, je pense qu'à l'échelle intercommunale, en tout cas moi, c'est ce que je porterai dans la prochaine mandature, notamment pour les territoires urbains, il faut qu'on porte notre responsabilité territoriale vis-à-vis des territoires ruraux. Et je pense que tout comme dans les années 50, le lien entre nos communes de la ceinture rouge et la campagne ou la montagne, le sujet, c'était les vacances. Je pense que demain, le sujet, ça doit être l'alimentation. Et moi, il faut que, en tant que territoire, on contribue à la conversion de terres agricoles vers du bio et des revenus décents pour les paysans qui cultivent le bio sur les zones qui sont à proximité de Paris. Donc là aussi, je pense qu'il faut bien situer la coopération intercommunale au bon moment, mais si la coopération consiste à éloigner le cuisinier et le paysan des enfants, on va pas dans le bon sens. Donc, je pense qu'il faut choisir nos combats. Par contre, des fermes intercommunales pour fournir nos cuisines bio, ça pourrait bien marcher, par exemple. Oui, ça va dépendre des territoires. Merci beaucoup, François. Il y a une dernière question que je voulais vous partager sur les écoles privées. Il faut savoir que c'est un paysage qui est quand même très, 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 très largement concédé au privé. Bah, pour ce qui nous concerne, pour l'instant, on est allé transformer aucun endroit dans le privé, mais on est très ouvert à ça aussi pour démontrer que c'est possible dans ces établissements-là. En revanche, il existe des coopérations, c'est-à-dire on va avoir une cuisine gérée par une collectivité qui va, bah, Questembert, c'est le cas par exemple, livrer des établissements privés. Bon, on est en Bretagne, le privé-public, c'est quelque chose qui est assez commun dans le paysage, mais voilà, ça peut se faire sans problème. Il y a d'autres endroits, j'ai voyé dans le chat, où c'était le cas. Écoutez, 13h18, je crois qu'on va s'arrêter là, mais vous voyez bien qu'on aurait pu continuer encore longtemps parce que c'est un sujet qui est tellement à l'intersection de plein de problématiques. Et merci tout à l'heure à Michel d'avoir montré le rapport, l'injuste prix de notre alimentation. On a tous une responsabilité, nous en tant que citoyens professionnels qui voulons vous accompagner pour continuer, et vous en tant que, je vous le souhaite, futurs élus, et en tout cas engagés dans la vie publique. Merci à François Dechy d'avoir pris la peine de venir parler avec nous et de son engagement, de sa radicalité dont on a vu qu'elle était finalement aussi bonne pour les finances publiques, puisque c'est le sujet qui vous a le plus comment dire, qui a suscité le plus de réactions. Merci à Michel aussi de nous avoir parlé de la qualité de vie au travail, parce que ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Je pense qu'en tant qu'employeur, vous avez à cœur d'avoir des agents qui sont impliqués. Merci à vous tous pour vos questions. Merci à Céline Cronier, à Delphine Bossé. Merci à Sarah Minchin spécialement qui a fait ce très beau PowerPoint, qui s'est beaucoup impliqué aussi. Merci à Benjamin pour les questions, pour les réponses aussi dans le chat. Je vous dis à bientôt. Bonne campagne à toutes et à tous. Et puis n'hésitez pas à nous poser les questions dans le mail. Je vous redonne le mail, c'est contact@collectif les pieds dans le poids, le pied dans le plat.org, et on va vous envoyer le PowerPoint que vous avez vu défiler, et on va vous envoyer aussi un livret où on a repris un certain nombre des éléments qu'on vous a développés dans ce webinaire. Merci beaucoup encore et prenez soin de vous. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt tout le monde.